This is our second panel. Nous accueillons notre deuxième panel et nous avons le plaisir d'accueillir en personne Aventure Chasse-Pêche, Monsieur Martin Bourget, le président, et Madame Kate Nadeau-Mercier, directrice générale. Par vidéoconférence, nous accueillons à titre personnel Monsieur Matthew Hipwell, président Wolverine Supplies. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous allons commencer par les exposés de 5 minutes de chaque groupe. J'invite Aventure Chasse-Pêche à prononcer leurs exposés de 5 minutes. Je vous remercie. Bourget, je suis président d'Aventure Chasse-Pêche. On produit essentiellement des émissions de télévision et un magazine dans le domaine de la chasse et de la pêche. Je suis aussi chroniqueur spécialisé dans le même domaine et particulièrement dans le dossier des armes à feu, où est-ce que je vais faire des révisions techniques et publier des articles, plusieurs centaines en carrière, sous forme vidéo ou encore écrite pour des armes, pour des compagnies comme Browning, Mossberg, Cadex et la majorité des manufacturiers de l'industrie. Nos activités nous portent à être sur le terrain en production, à la grandeur du Canada, en Afrique du Sud, aux États-Unis, dans 52 semaines par année dans les communautés centrales, rurales et éloignées avec les chasseurs, pêcheurs, les propriétaires légitimes d'armes à feu. On juge à ce sujet-là que notre taux d'échantillonnage pour analyser un peu ce qui se passe sur le terrain est quand même assez généreux. Et notre communauté est perplexe. Perplexe de constater qu'on a un ensemble de constats dans la criminalité qui nous proviennent des autorités, dans le caractère criminel, le chemin criminel qu'empruntent les armes, qui termine dans les méfaits sur le terrain, c'est ce que les autorités nous rapportent. Et on a des médecins légistes qui nous rapportent des caractères de détresse psychologique, donc de troubles psychologiques ou encore d'intoxication, des individus qui vont proférer certains crimes avec, par exemple, des armes qu'on identifiait, que d'autres témoins identifiaient comme étant des armes domestiques et légitimement détenues. Et là, on a un gouvernement qui nous propose une définition qui apporte énormément de confusion si on se rapporte à G4 et G46, qui, à la limite, propose des propos arbitraires qui rendraient même, à notre avis, difficile de penser qu'on puisse appliquer et soutenir des moyens qui permettraient de réellement protéger les rues du Canada contre la criminalité armée, surtout qu'on en connaît la source. Puis, on arrive avec des listes d'armes et des caractères en termes de grosseur du canon, quantité de joules, et etc., qui viennent porter encore plus de confusion puisqu'il y a énormément de collisions. Alors, les propriétaires légitimes d'armes à feu au Canada se prononcent fortement sur leur perplexité face à la recevabilité même du processus duquel on est témoin dans le C-21 et de l'application des mesures, et ne demandent pas moins qu'il y ait une étude qui soit faite sur l'applicabilité dans la sécurité réelle des Canadiens et dans la captivité des activités de chasse traditionnelles et de récolte traditionnelle et de tir sportif, évidemment. Donc, de mon côté, le milieu de la chasse et de la pêche dans lequel j'évolue se retrouve dans un climat entièrement anxiogène, très inhabituel à la nature qu'il compose. Cette communauté se retrouve aujourd'hui injustement ciblée, menottée et potentiellement criminalisée. En dehors de mon rôle de directrice générale, d'animatrice et productrice d'une émission de télévision de plus de 869 000 auditeurs par semaine et d'un magazine dans le domaine de la chasse et de la pêche, je suis en charge d'une communauté également exclusive de femmes regroupant 20 600 chasseuses, pêcheuses, cueilleuses et amoureuses de la nature. Donc, le tout me permet d'apprécier quotidiennement les valeurs que ces mères de famille partagent en ce qui a trait à leur activité de prélèvement et leur reflet dans l'éducation de nos enfants ainsi que de toute une société. J'aimerais également apporter mes inquiétudes concernant l'impact économique catastrophique qu'auraient eu les amendements G4 et G46 et appuyer l'importance de l'attention qui devrait être portée dans l'élaboration de nouveaux amendements.
Déjà, depuis les premiers balbutiements du projet de loi C-21, et ce, sans oublier le gel des armes de poing au mois d'octobre 2022, l'industrie a lourdement été impactée. Donc, le paradoxe existant entre la volonté de protection des citoyens et les moyens de ce gouvernement que le gouvernement tente de mettre en place pour arriver à cette projection me font terriblement peur pour la communauté des propriétaires légitimes d'armes à feu. Donc, soit C-21 doit être reconsidérée dans son ensemble, soit elle doit être délestée volontairement au profit d'une nouvelle approche. Merci. 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 On y va maintenant. Mr. Hipwell, please, 5 minutes. Monsieur Hipwell, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour au comité. Je vous remercie de cette occasion de m'exprimer devant vous au sujet du projet de loi C-21 et des amendements G4 et G46. J'aimerais retourner dans le temps. Je suis un immigrant au Canada. Je suis arrivé en 1982. J'ai grandi dans la région de Virden. J'ai toujours été résident rural du Manitoba. J'ai grandi dans une famille de tireurs qui font de la chasse et du tir sportif. Dans ma jeunesse, j'ai fait de la compétition partout dans l'ouest du Canada. J'ai représenté le Manitoba aux Jeux d'hiver du Canada en 1995. Au cours de ma vie, j'ai toujours participé à des activités de tir. Après l'école secondaire, j'ai passé du temps dans les Forces armées canadiennes et j'ai passé une partie de ma carrière à la GRC. J'ai passé 16 ans à divers endroits au Manitoba. Je travaillais en tant que policier, entre autres dans la section antidrogue de Winnipeg et dans différentes communautés selon le travail que je faisais. Pendant ma carrière, j'ai travaillé avec des situations à risque élevé où on devait gérer toutes sortes d'infractions qui comprenaient entre autres des armes à feu. Du côté de la formation, je suis devenue instructeur sur le recours à la force et sur les armes à feu. J'ai donc enseigné à de nombreux agents de police l'utilisation du pistolet, du fusil de chasse, du fusil et de la carabine de patrouille. Et j'ai même été instructeur invité au Collège canadien pour ce qui est des tactiques d'exécution des mandats de perquisition. Ensuite, après être allé dans l'ouest du Manitoba, on m'a demandé de reprendre donc l'entreprise familiale Wolverine Supplies. Nous sommes ruraux, nous sommes en campagne, nous ne sommes pas dans la communauté de Virden. Nous avons environ 18 employés et nous servons donc des tireurs qui font de la chasse et des tireurs sportifs. Et nous répondons à leurs besoins avec fierté. Lorsqu'on parle de l'impact de C-21 sur nos entreprises, ce n'est pas simple. Si on revient à l'ordre en conseil, il y avait plus d'une quinzaine d'armes qui étaient dans la liste. Il y a de plus en plus d'armes à feu qui sont ajoutées à la liste. Et maintenant, on doit faire face aux ramifications du projet de loi C-21, au gel des transferts d'armes de poing et à l'ajout des amendements G4 et G46 qui ont été déposés puis retirés. Cela n'est qu'un début. Lorsqu'on essaie de gérer ces questions régulières d'affaires, lorsqu'on doit penser à toutes les pratiques d'affaires habituelles. Maintenant, on ne sait jamais ce que le gouvernement fera. Plutôt que d'améliorer l'industrie des armes à feu, il semblerait qu'on remet en question cette industrie et cela n'aide pas la sécurité publique des Canadiens. Le gouvernement n'a fait qu'accroître l'incertitude de ces entreprises qui se demandent toujours quels produits ils pourront vendre à leurs clients. Qu'est-ce qui arrivera maintenant? Qu'est-ce qui sera interdit? Qu'est-ce qui ne sera pas interdit? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur inventaire? On parle là de milliers de dollars. Si vous parlez de santé mentale et de stress, c'est exacerbé lorsque tous les propriétaires légitimes d'armes à feu ne font qu'essayer de suivre les lois. Pendant ce temps,
nous avons donc des cas où on voit que des armes à feu entrent dans notre frontière de façon illégale et qui se retrouvent sur la rue et qui sont à la source des crimes d'aujourd'hui. Un grand merci. Merci. Nous allons commencer les questions. Nous allons commencer par Mme Dancho. Vous avez 6 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci aux deux témoins. D'être ici avec nous. Kate et Martin, vous représentez des milliers de chasseurs et de tireurs sportifs. Oui. Police se souvient accuser les conservateurs et les défenseurs de la chasse de désinformation. Que répondez-vous à cela? Très simplement dans l'identification des armes à feu, parce que c'est souvent sur ça que s'appuient ces accusations de désinformation-là. Nous, on cible directement les définitions et le côté flou des définitions qui capturent énormément d'armes à feu de chasse. Et c'est là où est-ce qu'on a un énorme problème avec les connaissances qui sont en présence dans le comité. Je vous donne un exemple. Par exemple, lors d'un meeting avec M. Mendicino, avec la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, on a posé la question très précise à M. Mendicino. Lorsque vous ciblez des armes semi-automatiques à percussion centrale avec un chargeur détachable de 5 cartouches et plus, est-ce que ce chargeur détachable-là, que vous identifiez comme étant présent lors de la mise en marché de l'arme, est-ce que vous l'identifiez dans le pays qu'est le Canada, ou si vous identifiez aussi les autres chargeurs dans les autres pays qui sont à plus grande capacité qui étaient présents lors de la mise en marché? Alors, l'attaché de presse de M. Mendicino nous a répondu par courriel qu'effectivement, si, par exemple, une Browning Bar ou une Remington 742 Woodmaster serait mis en marché ici avec un chargeur de 3 cartouches, donc qui répondrait positivement à la définition, donc qui demeurerait légitime, et fourni aux États-Unis avec un chargeur de 7 ou encore 10 cartouches, eh bien, cette arme-là, dans cette définition-là, puisqu'elle a été définie ainsi, deviendrait illégale. Alors, non, ce n'est pas de la désinformation, c'est un recours aux données et aux questions qu'on pose aux gens qui sont présents dans le gouvernement qui a mis ces dispositions-là en place. Merci beaucoup. Martin, vous avez examiné environ 1 millier d'armes à feu pour des fabricants, oui, c'est vrai? Quelques centaines. J'aimerais dire quelques centaines en carrière, là, de manière vidéo ou écrite, oui. Oui. Donc, selon votre avis d'expert, quel est l'impact des amendements G4 et G46 sur les fusils de chasse? Pouvez-vous me donner quelques exemples? Dans la cohésion des définitions et des listes, l'impact est majeur. Et c'est là où est-ce qu'on a rapidement ciblé l'incohérence de ces définitions-là et le manque de connaissances qui était appliqué dans la fameuse liste. Dans cette définition-là et dans ces listes-là, du moins dans l'état où est-ce qu'elles ont été abandonnées, la problématique était le nombre. On parle de milliers d'armes. Dans la définition, par exemple, que je donnais en correctif sur le chargeur de 5 cartouches et plus, fait qu'il n'était pas connu, je crois, par le comité dans la réponse de M. Mendicino, eh bien, plusieurs critères comme ça, non connus, non écrits, confus sur la définition et sur le listing, capturaient énormément d'armes de chasse. L'effet de ça, eh bien, économiquement parlant, je pense que je laisserai Kate en parler par la suite, mais dans nos activités de chasse et de pêche, en tant qu'acteur dans les écosystèmes, on agit dans des programmes de gestion que nos gouvernements mettent en place. Ça limite énormément l'accès à des armes. On va les qualifier d'accessibles sur le marché avec ce qui reste derrière. Là, parce qu'on parle de grandes listes, mais en fait, les armes qui sont usuelles et coutumières, si par exemple une mère monoparentale passerait dans le programme de rachat sur une arme de laquelle elle aurait hérité de son père ou de son grand-père, qui est malheureusement capturée dans le système, on a eu un petit aperçu des volontés, des montants dans les programmes de rachat, bien, on considère rapidement et facilement on peut statuer qu'elle aurait beaucoup de misère à faire l'acquisition d'une nouvelle arme dans ce qui aurait été laissé comme disponible suivant ces définitions-là et ces listes-là. Surtout que présentement, le Canada connaît un problème d'approvisionnement au niveau des armes à feu et des munitions qui est majeur. Alors, dû au montant d'argent qui aurait été demandé pour acquérir une nouvelle arme, cette personne-là aurait potentiellement dû abandonner ses activités de collecte de venaison pour sa famille. OK, merci. Puis, une question pour Kate aussi. Kate, tu mènes une communauté de 20 000 femmes membres de la communauté Filles de Bois, oui? Oui, exactement. Et peux-tu me parler de l'impact de
de ces amendements sur votre comité, s'il vous plaît? Oui. En fait, les femmes sont très sensibles à ce dossier-là. Les femmes sont excessivement impliquées dans le domaine de la chasse présentement et beaucoup plus au cours des dernières années. D'ailleurs, si on parle uniquement du Québec, on est rendu à 24 de femmes qui pratiquent la chasse, ce qui est quand même majeur si on monte à quelques années, alors qu'on était à 7 ou 8 Donc, la pandémie a probablement créé une hausse à ce niveau-là. Du moins, on l'a vu dans le groupe au niveau de l'adhésion de ces femmes-là. On n'a pas les nouveaux chiffres encore de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs à ce niveau-là, mais ça a créé un énorme impact parce que ces femmes-là, bien souvent, vont avoir eu des armes, soit par héritage ou encore vraiment par des gens qui sont autour d'elles ou de leurs conjoints, ce qui fait qu'elles étaient limitées aussi dans certains types d'armes. Et lorsqu'elles ont vu que ces armes-là avaient été catégorisées par les amendements, la crainte s'est mise à lever et l'anxiété aussi. Donc, le flot de questions s'est mis à entrer et les femmes se sont mises à s'impliquer dans ce dossier-là. Merci beaucoup. Il y a 30 secondes qui restent. Est-ce que vous avez les autres choses à dire à propos des amendements, s'il vous plaît? Absolument. Il y a... Et c'est normal avec la nature de nos activités, beaucoup de questions qui sont portées vers nous en tant que chasseurs. Il ne faut pas oublier, et on va sûrement y revenir dans les questions, sur l'implication des armes de tir sportifs et de collectionneurs. L'ensemble des propriétaires légitimes du Canada se sentent stigmatisés par la mise en application de ces mesures incohérentes dans leur contenu, du moins avec ce qu'on pouvait apprécier à la lecture des listes et des définitions en G4 et en G46. Donc, ce ne sont pas seulement que les chasseurs, mais toute une communauté. Ça aurait été mal vu autant où est-ce que Myriam Bédard montait sur un podium comme athlète olympique canadienne, d'avoir ce type d'amendement-là et, d'une autre part, de placer dans la presse une fierté canadienne. Nos tireurs sportifs aussi sont inclus dans cette stigmatisation-là. Il ne faut juste pas l'oublier. Merci, monsieur. Merci. Thank you, Ms. Dancho. Merci, Madame Dancho. Madame Demoff, vous avez 6 minutes. Pardon, Monsieur Mohamed. Vous pouvez avoir les mêmes 6 minutes. Un grand merci. J'aimerais vous remercier d'être ici parmi nous aujourd'hui. J'aimerais commencer, Monsieur Hipwell, par vous. Une des choses que nous essayons de faire, certains ont, même si d'autres ont dit le contraire, on essaie d'établir un équilibre entre ce qui est important pour ce qui est de protéger les victimes et les communautés et d'assurer la sécurité de nos communautés et de veiller à ce que les communautés autochtones, que les chasseurs, que les agriculteurs et que les Canadiens du Nord ne soient pas touchés de façon négative et qu'on ne les empêche pas d'aller chasser et de protéger leur ferme. J'aimerais, dans votre témoignage précédent, vous avez dit que vous ne croyez pas que le fait d'enregistrer les armes réduit la criminalité. Pensez-vous qu'on ne devrait tout simplement pas légiférer les armes et déterminer lesquelles devraient être dans la rue? Bonjour. Quand est-ce que j'ai dit que le fait d'enregistrer les armes à feu ne rendrait pas les Canadiens en sécurité? Non, c'était dans votre témoignage précédent. Mon témoignage précédent? De 2018. Ah, je ne savais pas qu'on allait parler de cela ce matin. Désolée, monsieur, mais tout ce que vous avez dit fait partie de cette conversation importante. Donc, je voulais préciser, je voulais savoir si vous pensez que c'est vrai. Est-ce que vous pouvez me donner le plein contexte de mon témoignage? C'était il y a plus de 4 ans. Donc, vous avez dit que je ne crois pas que le fait d'enregistrer les armes à feu ne réduira la criminalité. C'est exact. Là, on parle d'armes légitimes, de propriétaires légitimes qui suivent les lois telles qu'elles sont écrites, les règlements par rapport au transport, par rapport à l'entreposage et la manipulation. Mais ma question pour vous est la suivante. Pensez-vous que tout type d'enregistrement d'armes est important? Je pense qu'une classification claire des armes à feu est importante et je crois que le fait de bâtir une confiance entre l'industrie, les propriétaires et le gouvernement est important.
et qu'on ne peut pas toujours changer les règles. Il faut des définitions claires. Dans ce cas-là, j'aimerais parler de quelque chose qui se trouve sur votre site Web. Une de vos armes s'appelle le Kel-Tec Sub. En ce moment, c'est une arme d'épaule qui n'est pas enregistrée, mais elle peut être utilisée avec des magazines, il y a des enthousiastes qui ont dit que c'est le défenseur de la maison. C'est un excellent choix. L'interprète regrette, mais c'est lu à toute vitesse. Elle ne peut pas faire de miracle. The 9mm. Le 9 mm ne permet pas la chasse et n'est certainement pas pour les animaux. Mais ce qu'elle fait, elle fait très bien. Est-ce que vous pensez que c'est une arme de chasse et pensez-vous que c'est le genre d'arme que le Canadien moyen devrait avoir? Est-ce que je peux demander la source de ce commentaire sur cette arme? D'où provient cette information? Cela provient de votre site Web. C'est une arme que vous vendez. Oui, et mon site Web définit exactement ce que vous dites, ce que vous avez lu, parce que je ne m'en souviens pas. Ma question est la suivante. Considérez-vous que c'est une arme de chasse? Pour ce qui est des prédateurs, pour ce qui est des rongeurs, oui. C'est adapté au contrôle des rongeurs. Mais c'est indiqué ici que ce n'est pas pour la chasse. Donc, j'aimerais comprendre. Ceux qui utilisent votre fusil, votre site Web, disent que ce n'est pas un fusil de chasse et que ce n'est pas non plus bon pour tirer sur les rongeurs. Donc, ceux qui pensent qu'on s'en prend aux armes qui sont habituellement utilisées pour la chasse, j'ai du mal à comprendre comment ceux qui font de la chasse disent que cette arme n'est pas utilisée pour la chasse. Pourquoi ce serait une bonne arme de chasse? Alors, expliquez-moi. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît? Parce que là, ce que vous dites, j'essaie de le trouver sur mon site Web. Je veux pouvoir bien répondre à votre question. Est-ce que vous recommanderiez cette arme pour quelqu'un qui veut aller faire de la chasse? Oui. J'ai dit que quelqu'un qui voulait donc s'occuper de prédateurs, ce serait une très bonne option pour eux. D'accord. Donc, sur quel fondement dites-vous cela, étant donné que, selon ce que les gens disent sur votre site Web, que ce n'est pas une arme qui est bonne pour la chasse ni pour contrôler les prédateurs. Donc, j'aimerais comprendre comment vous faites cette détermination. Cette détermination est une opinion. Donc, j'aimerais savoir comment vous en êtes venu à cette opinion, monsieur. Je viens de vous répondre pour dire que c'est une option pour un particulier qui aimerait s'en servir pour le contrôle de prédateurs. Merci, monsieur Mohamed. Madame Michaud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci aux témoins pour votre présence. C'est bien apprécié. Monsieur Bourget, vous avez dit que vous êtes beaucoup sur le terrain, que vous représentez quand même une grande communauté de propriétaires d'armes à feu. Il y a plusieurs sondages qui ont été publiés dans les dernières années, notamment Environix, Léger, selon lesquels entre 70 et 77 des gens au Canada, et pas seulement des gens, en fait, là, des propriétaires d'armes à feu, appuyaient l'interdiction des armes d'assaut. Et même selon des plus récentes données, ils appuient également l'interdiction des chargeurs modifiables, le rachat des armes d'assaut et l'interdiction des armes de poing. Est-ce que si on considère ces chiffres-là, c'est juste de dire que vous ne représentez pas nécessairement la majorité des propriétaires d'armes à feu? Lorsqu'on répond à une question sondage, ça dépend de la question qu'on pose. On vient de le vivre, par exemple, dans un interrogatoire avec M. Noor Mohamed. La direction d'une question et la possibilité d'obtenir l'information change tout dans les résultats d'un sondage. Alors, un échantillonnage aussi grand soit-il, si les gens n'ont accès qu'à la définition que fait le gouvernement d'une arme d'assaut, qui n'est pas encore statuée d'ailleurs, donc on ne peut pas statuer sur une arme d'assaut, et que les médias de masse présentent des armes, dans certains cas qui sont prohibées depuis 30 ans,
à la télévision alors qu'on nous questionne sur des armes de chasse en bois. Alors, je vais répondre que vous avez absolument raison. Dans un climat de désinformation et de peur, les Canadiens vont dans le genre de réponse que vous nous donnez présentement. C'est la raison de notre présence ici, cette confusion-là. Alors oui, dans ce cas-là, vous avez raison. Donc, les propriétaires d'armes à feu ne seraient pas capables de répondre à un sondage qui sont contre l'interdiction des armes d'assaut, mais seraient capables d'identifier dans la liste de G46 quelles armes sont utilisées pour la chasse et quelles armes sont des armes d'assaut de style militaire. Ça, ils seraient capables de le faire, par exemple. Est-ce que, dans un premier temps, si on stipule qu'un chasseur est obligatoirement un armurier, alors je vais vous donner cette joute-là définitivement. Je serais fortement intéressé de connaître les gens qui ont été l'échantillonnage de votre sondage, à savoir... C'est pas mon sondage. Bon, donc on pourrait terminer là facilement. J'aimerais savoir si ce sondage-là s'adresse à des chasseurs aguerris ou si c'est... C'était des propriétaires d'armes à feu au Canada. Le sondage fait par Léger et Environix, donc c'est des sondages assez reconnus. On peut passer à une autre question. Vous vous présentez évidemment comme le président de la revue Aventure Chasse et Pêche, mais vous agissez également en tant que porte-parole de l'Association canadienne des armes à feu, c'est vrai? Okay. Oui. Donc, ce serait la vérité de dire que vous adhérez aux positions de cette organisation-là en général? C'est-à-dire que je me fais le porte-parole, je me fais le pont entre les utilisateurs francophones et la Fédération, donc la NFA. C'est-à-dire que je vais agir comme intermoteur entre les deux, c'est-à-dire que les ressources anglophones sont très présentes à la NFA, francophones beaucoup moins. Alors, lorsque vient le temps d'accompagner un francophone qui a besoin d'aide par les gens qui ont les connaissances que la NFA a, j'accompagne ces gens-là. Par contre, la mission de l'entreprise en termes de porte-parole, donc dans la définition de porte-parole, je n'ai pas en main la définition totale de la NFA en main et la mission de la propager en français. J'agis beaucoup plus comme entremetteur entre les gens qui recherchent l'aide de la NFA, qui les accompagnent, par exemple, dans des accusations criminelles administratives. On peut interpréter la notion de porte-parole de plusieurs manières. Par exemple, je suis député du Bloc québécois, porte-parole en matière de sécurité publique. Donc, évidemment, les positions que je partage, c'est des positions du Bloc québécois. Donc, c'est nos valeurs. Donc, si vous êtes porte-parole de cette association-là, il me semble que vous portez les positions de l'association, donc la légalisation de toutes les armes à feu, éliminer la catégorie d'armes prohibées, l'élimination des permis de possession, l'élimination des limites sur les chargeurs, l'élimination des règles sur l'entreposage sécuritaire. Donc, ce serait de dire que vous adhérez à ces positions-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, si on mettait tout ça en place, comment ça améliorerait la sécurité publique au Canada? Je ne peux absolument pas vous expliquer ça. Et cette définition-là est une définition qui vous est propre. Dans mon entreprise, je définis la personne qui est responsable de représenter l'entièreté du message de l'entreprise en tant que représentant. Un porte-parole, dans mon cas, va être une personne qu'on va briefer pour aller livrer de l'information. Ça ne veut pas dire qu'elle endosse l'ensemble des données de l'entreprise, puisqu'elle n'en a pas le mandat. On peut l'interpréter de beaucoup de façons. Je ne suis pas un représentant ni un directeur. Ces gens-là ont ce qu'on appelle des agents de terrain. Il ne me reste pas beaucoup de temps, M. Bourget. Vous dites que vous faites de la révision technique, donc vous semblez être un expert de la chose. Vous avez dû analyser quand même ce qui était proposé par le gouvernement dans les amendements. Oui. Est-ce que vous avez ciblé des armes qui sont raisonnablement utilisées pour la chasse? Et si oui, combien? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Je n'ai pas de nombre et le nombre est très tributaire de ce qui est disponible sur le marché. Il demanderait une étude beaucoup plus large. Mais si on peut cibler des choses qui sont très particulières, comme je donnais la Browning Bar comme exemple tout à l'heure, qui est une arme semi-automatique très utilisée au Canada. Je donnais aussi les Remington 742 et 740 Woodmaster, qui sont des armes semi-automatiques très utilisées au Canada, qui, dans la réponse de M. Mendicino, se retrouveraient capturées parce qu'elles sont disponibles au moment de leur mise en marché dans d'autres pays avec des chargeurs de plus grande capacité. Oui, on peut en identifier plusieurs. Je n'ai pas de chiffres, mais on peut en identifier beaucoup comme ça. Et à votre connaissance, est-ce qu'au Canada, il y a des chasseurs qui chassent avec des armes à feu qui ont un calibre de 20 mm ou plus, avec une énergie initiale de 10 000 joules ou plus? Définitivement. Ah oui, on fait quoi avec ça? Prenez l'ensemble des armes de Parker Brothers, qui sont des fusils de chasse à mécanisme à bascule, donc à deux coups, des fusils avec des cartouches là, de calibre 12. Quel animal on tue avec ça? La perdrix, madame. La perdrix avec 10 000 joules ou plus? Non. Là, on parle de 20 mm. On parle de 20 mm. Mais je réponds à votre question. Votre première partie de question, c'est au niveau de l'arme du canon. On suit bien. La deuxième partie de la question, au niveau des joules, définitivement, parce que si on prend tous les calibres Cheetac,
On prend tous les calibres Wildcat qui vont être utilisés également en Afrique, comme dans l'Ouest canadien ici, sur les grands animaux et ce qu'on appelle les dangerous games. Ben, définitivement, la problématique est là où est-ce que le manque de connaissances a amené de la confusion dans le dossier, c'est qu'il y a toute une définition dans le armor piercing qui diffère énormément de le nombre de joules qui est nécessaire et du type de munition qui est nécessaire, qui, elle, n'est pas disponible sur le marché. Mais ces armes-là, dans la chasse aux grands animaux, est plus que nécessaire si on respecte un tant soit peu la vie qu'on s'apprête à prendre pour faire une récolte de gibier pour notre famille, absolument. Merci, monsieur. Merci, madame. Monsieur Boulois, on y va maintenant. 6 minutes, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous savez, comme député de Rosemont, la petite patrie, je représente des Montréalais, Montréalaises qui sont extrêmement inquiets sur la sécurité, particulièrement la sécurité de leurs enfants. On a vécu des drames à Montréal, évidemment, Polytechnique, évidemment Dawson, mais on pense aussi à Québec où Alexandre Bissonnette s'était procuré une AR-15 et puis un fusil, un revolver aussi. Il avait attaqué et tué des gens à la mosquée de Québec qui avaient été radicalisés en ligne par des groupes assez extrémistes et racistes et islamophobes. Monsieur Bourget, vous êtes, bon, je ne veux pas parler de définition de porte-parole, mais votre implication avec l'Association canadienne des armes à feu est plus que celle d'un perroquet qui fait répéter des lignes qu'on lui a données. Est-ce que c'est vrai que vous faites le bulletin francophone sur YouTube de l'Association canadienne des armes à feu? Définitivement, c'est mon rôle de faire le pont francophone de la NFA pour les francophones, oui. Parfait. Donc, et la NFA a des positions assez extrêmes. C'est très, très libertarien, c'est-à-dire aucune règle. On voudrait légaliser toutes les armes à feu en éliminant les catégories d'armes prohibées, éliminer les permis de possession, éliminer les limites sur les chargeurs, puis éliminer même les règles sur l'entreposage sécuritaire. Est-ce que vous partagez les positions de la NFA sur ces items-là? Lorsqu'on regarde le contexte de chacun de ces cas-là, donc entreposage sécuritaire, on parlait par exemple de la défense en territoire éloigné par rapport aux animaux dangereux qui a résulté à la mort d'une femme et d'un enfant encore il y a quelques années, définitivement. Lorsqu'on parle des mesures restrictives qui passent par la simple capture des armes qui sont détenues par un individu au niveau des registres et les différents permis, absolument. Si on contextualise l'ensemble de ce que vous me présentez dans la façon dont on restreint l'utilisation des armes à feu dans un contexte où est-ce qu'on ne les reconnaît pas dans l'histoire de la criminalité au Canada, pour cette partie-là, je suis entièrement d'accord. Ça n'exclut pas le fait qu'une réglementation sur les armes à feu demeure nécessaire pour le bon fonctionnement et de l'industrie et du commerce et des différentes activités qui y sont associées. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec la légalisation de toutes les armes à feu? Je ne pourrais pas, je n'ai pas le listing de l'ensemble des armes à feu en avant de moi, mais il est définitif qu'il y a des armes à feu qui sont réservées à des cadres militaires ou à des cadres industriels qui ne sont pas propres à l'utilisation. Et je pense que les propos qui sont portés par la NFA, il faudrait me les présenter dans le contexte qu'ils ont été présentés, parce que on prend par exemple un canon flak qui demande à être installé sur la tourette d'un véhicule militaire. Il est évident que le sens commun fait qu'on n'a pas besoin de ça et ce n'est pas quelque chose que j'envisagerais que de mettre mon nom derrière la légalisation de la chasse d'un canon flak pour aller à la chasse à la gélinote, définitivement. Oui, c'est assez limite comme exemple, on va dire ça. Là. Ça fait pas beaucoup ça répond à la question qui est très ultime aussi. Oui, vous avez parlé dans votre introduction, puis souvent on entend ça des défenseurs du port d'armes, puis un port d'armes tout à fait légitime. Nous autres, au NPD, on est d'accord là, pour les droits des traditions des Premières Nations, puis des chasseurs qui font ça pour le plaisir et pour se nourrir également. Mais vous avez évoqué les enjeux de santé mentale. Oui. Est-ce que suspendre ou éliminer tous les permis de possession d'armes, oui, ça ne vient pas de compliquer justement les problèmes de personnes qui auraient des troubles de santé mentale si tout est permis puis il n'y a aucune règle? Bien, la problématique qu'on a par rapport à ça est sociétaire et non pas... les armes à feu sont une belle pancarte pour parler d'une problématique, par exemple.
des événements du passé. Plus, mais Monsieur Bourget, c'est plus qu'une pancarte, là, ça tue des gens pour vrai dans les... Oui, les dernières semaines nous ont prouvé que des véhicules aussi, que des noyades aussi par le propre père des enfants, des cas dans lesquels on a légiféré, les médecins légistes ont terminé en donnant un diagnostic. Moi et vous ne sommes pas des professionnels diplômés des domaines desquels on parle, eux oui. Les médecins légistes et les coronaires ont statué que ces gens-là étaient en détresse psychologique ou encore intoxiqués dans la majorité des cas. Et c'est la raison pour laquelle on milite beaucoup plus pour capturer les problèmes et la prévention en santé mentale, parce qu'elle ne capture pas seulement que les tragédies qui arrivent avec des armes à feu, mais l'ensemble des tragédies, parce qu'il y a de la détresse psychologique dans les rues. Et ça, on croit que ce serait vraiment un moyen d'enrayer, que ce soit la criminalité armée ou toute autre criminalité. Et quand on voit des dépenses par des communautés comme ici et des moyens qui sont mis en place de rachat d'armes à feu, on préférait effectivement, oui, mettre ces argents-là dans la prévention de la santé mentale et le renforcement de nos forces policières. Mais M. Bourget, vous ne pouvez pas admettre que quelqu'un qui est en crise ou qui a un problème de santé mentale, s'il n'y a pas l'obligation d'avoir un permis de possession d'armes, c'est la porte ouverte pour être capable, justement, de commettre davantage de crimes. On va se baser sur du data. Les coronaires, à la sortie de tragédies majeures desquelles on parle régulièrement dans ce comité, ont statué qu'aucun contrôle d'armes à feu, registre ou autre aurait changé quoi que ce soit à l'issue. Je me base sur du data pour dire on ne met pas nos argents et nos énergies dans le bon sens si c'est comme ça. Et si c'est cette valeur-là qu'on accorde aux vies qu'on stipule vouloir protéger, j'ai effectivement un problème avec le fait qu'on relie l'ensemble des moyens à un bout de papier ou à un moyen de contrôle de ce type-là. Effectivement, on échappe beaucoup de gens en crise, de malfrats, qui vont continuer, comme c'est le cas depuis qu'on débat sur ce dossier-là, à verser du sang dans les rues. Monsieur Bourget, l'Association canadienne des armes à feu, certains de ses représentants prônent la désobéissance civile si jamais on vient à interdire des armes militaires, des armes d'assaut qui ne servent qu'à tuer d'autres êtres humains. Là, on ne parle pas d'armes de chasse. Est-ce que vous êtes personnellement d'accord avec cette position-là de désobéissance civile si on interdit des armes militaires? Je ne suis aucunement d'accord avec quelconque promotion de désobéissance civile. J'aimerais même connaître le contexte dans lequel ce que vous me dites se produit, parce que j'aurais à en référer aux gens de l'organisation. Il s'agit d'une déclaration de M. Charles Zach qui est en lien avec l'Association canadienne des armes à feu, M. Bourget. Très honnêtement, vous voulez rendre un service à la communauté, ce genre de renseignements-là, c'est le genre de renseignements qu'on pourra, off the record, se partager, parce que c'est le genre de choses que j'aimerais déposer. Je suis absolument contre toute proposition de désobéissance civile. Merci, monsieur. That wraps up our first round. We'll go to our second round. We'll have to... Voilà qui conclut la première série. On va passer à la deuxième série avec 4 minutes pour les conservateurs et les libéraux, puis 2 minutes pour le Bloc et le NPD. Merci à tous. Allez-y, je vous en prie. J'ai quelques questions pour M. Hipwell sur les AR-10. Pourriez-vous nous expliquer la relation entre les AR-10 et la AR-15? Est-ce une question de calibre? La façon la plus simple de vous répondre est que la AR-10 est de calibre plus grand. Donc la AR-10 a des balles plus grosses qu'un AR-15. Est-ce le cas? Oui. En mai 2020, depuis cette époque, le gouvernement libéral a utilisé le AR-15 comme étant le slogan d'une arme d'assaut militaire. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de polémique. D'après ce que j'en comprends, et peut-être que vous pouvez confirmer, mais l'AR-10, qui est une version la plus grande de munitions que la AR-15, a été utilisée comme le gouvernement du Yukon pour les agents de conservation parce que c'était considéré comme la meilleure défense contre les animaux sauvages. Est-ce que vous en souvenez? C'était dans la presse. Oui, c'est correct. L'Ontario a fait la même chose pour leurs agents de la conservation, me semble-t-il. Oui, même chose. L'Ontario se sert d'une arme à feu très similaire de ce calibre. Donc, les gouvernements de l'Ontario et du Yukon ont décidé que ces armes à feu sont les meilleurs moyens de défense contre les animaux sauvages. Intéressant. Ensuite, j'aimerais en savoir plus sur votre définition dans G4. Je vais la lire. Cette arme sera interdite. Et voilà le gros problème. Une arme qui est un fusil ou autre qui peut tirer de façon semi-automatique, qui peut accueillir 5 cartouches ou plus, de plus que
la conception origine de l'arme. Pourriez-vous nous donner des exemples d'armes à feu qui ont des magazines qui accueillent 5 ou moins munitions? Est-ce que c'est quelque chose de courant? Est-ce que beaucoup d'armes à feu dont la capacité... Est-ce que beaucoup d'armes à feu vont rester après l'application de cette définition? Très peu, en fait. Il existe quelques modèles. Le premier Browning BAR, une arme de chasse semi-automatique qui appartiennent à cette catégorie. Ce sont les seuls fusils dont j'ai connaissance. Merci beaucoup. Donc, c'est un chiffre assez limité qui ne serait pas couvert par cette disposition. Donc, cette définition, d'après votre expertise, vous avez de l'expertise, vous vendez des armes, vous avez travaillé dans la police. Donc, cette définition, de votre avis, bannit les armes qui ont des capacités de magazine et qui sont des semi-automatiques. Ensuite, on parle beaucoup de 19 000 armes à feu disponibles sur le marché. La liste n'est pas complète. Les experts qui ont témoigné nous ont dit que cette liste n'était pas complète. Et quand je leur ai posé la question sur une définition que je viens de lire, j'ai demandé où elle était, en fait. Et on nous a dit qu'il n'y avait rien. Donc, il n'existe aucune liste rédigée par les bureaucrates. Donc, on ne sait pas. Le gouvernement ne sait pas combien d'armes seront interdites. Donc, c'est difficile à comprendre. Vous connaissez bien les armes à feu. Qu'en pensez-vous? C'est intéressant. Donc, si ce sont toutes les options disponibles pour les détenteurs d'armes à feu légitimes, ces armes sont-elles tous disponibles au Canada? Ensuite, les 10 000 joules. D'après ce que je comprends, les armes à feu ne sont pas conçues pour émettre 10 000 joules, peuvent l'être avec des modifications. Donc, des armes à feu coincées dans cette définition, dans certains cas, qui pourraient produire 10 000 joules, ces armes seraient comprises. Oui, c'est le cas. Si vous augmentez la quantité de poudre ou changez le type de munitions, oui, d'autres calibres pourraient produire cette capacité. Elles ne sont pas encore sur la liste. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Madame Damoff, vous avez 4 minutes. Je n'ai pas eu l'occasion lors du dernier panel de préciser ce que disait l'Observatoire du féminicide. On a remis en question la validité des recherches. Donc j'aimerais vous dire que c'est une organisation non partisane très respectée, établie en 2017 par l'Université de Guelph. Je reçois leur bulletin d'information mensuel et je vous encourage tous à vous y inscrire. C'est un panel d'experts multidisciplinaires de tout le Canada qui sont à la recherche de comptes et de justice pour les victimes de féminicide. Étant donné l'augmentation des féminicides dans notre pays, cette organisation est très importante et nous donne des données précieuses. Revenons à vous, Monsieur Bourget. On parle beaucoup de votre rôle de porte-parole de l'Association nationale des armes à feu. Je suis heureuse d'entendre que vous n'êtes pas d'accord sur leurs commentaires sur la conformité. Autre chose, cette association est convaincue que la population devrait être armée à des fins d'autodéfense. Qu'en pensez-vous? Cette notion-là est beaucoup plus une notion qui provient des associations américaines que des associations canadiennes. Très honnêtement. Il y a effectivement des relations qui ont été faites. Sorry, just to clarify, it absolutely comes from the Canadian National Firearms Oui, il y a des relations qui ont été faites et dans l'analyse de ce qui se passe aux États-Unis pour mieux interagir avec ce qui se passe au Canada dans le crime armé et dans les droits des utilisateurs. Et l'exemple a été mis sur la table de la diminution des crimes dans certains États américains où est-ce que, par exemple, open carry ou encore le concealed carry a été adopté. Il y a définitivement, un peu comme dans un comité ici, lorsque se rencontrent les différents acteurs d'une association comme la NFA, certains des acteurs qui vont se prononcer pour, d'autres non. Donc, il y a des acteurs de la NFA qui, définitivement, ont comme définition que... Allez-y. Monsieur, leur directeur exécutif publie très souvent, y compris une photo de moi,
qui s'agrippe à ses perles. Donc quand je parle de féminicide et cette revendiquance quoi, je pourrais me protéger avec une arme à feu, êtes-vous en accord avec cette mentalité? Le type de comparaison qu'on applique pour démontrer le côté totalement décentralisé de la façon dont on gère le dossier des armes à feu. Je suis d'accord avec la comparaison qui provient d'un adage très précis qui, en anglais, dit « There's nothing better than a good man with a gun to defend ». Il n'y a rien de mieux qu'un homme avec une arme à feu pour se défendre d'une femme mauvaise avec une arme à feu. États-Unis. Et je suis d'accord avec l'utilisation de la comparaison de cette théorie-là dans le contrôle qu'on applique des armes à feu qui suivant notre perspective, ne protège pas des vies dans la rue. I'm going to turn the rest of my time over to Mr. Chang. Je cède le reste de mon temps à M. Chang. Merci, Monsieur le Président. Merci aux témoins qui sont ici aujourd'hui. J'aimerais attirer votre attention sur un site web publié aux États-Unis, une archive des cas de violence armée. 71 fusillades aux États-Unis. 106 victimes sont citées sur ce site web. De ce que j'en vois, la dernière fusillade au Canada était dans votre région en décembre 2022. 5 victimes ont été à déplorer. Donc, comparons un petit peu les États-Unis et le Canada. J'ai passé 28 ans au sein de la police. J'ai travaillé en tant qu'agent de la police sur les premières lignes. J'ai travaillé dans des dossiers d'homicide, de suicide et beaucoup de fusillades. En ce qui me concerne, toute vie perdue est une perte énorme. Donc, je comprends que l'on respecte les droits des chasseurs, des peuples autochtones, des tireurs sportifs et de leur communauté. Mais on cherche à empêcher davantage de décès d'innocents. Je comprends vos droits en tant que chasseurs et de tireurs sportifs, mais il faut aussi se pencher sur les droits des citoyens canadiens, comme moi-même. Et nous voulons protéger tout le monde. Merci. Réponse rapide si vous le souhaitez. Je suis entièrement d'accord. Ici, des experts en consultation desquels vous auriez pu retirer énormément d'outils pour vous aider dans la progression du dossier et vous venez de passer la moitié de ce temps-là à confronter pour discréditer ces experts-là. Alors ça, si vous appelez ça travailler pour la sécurité des Canadiens, le temps que vous venez de gaspiller avec des témoins experts en votre présence qui auraient pu vous outiller, je ne sais pas quoi vous répondre, outre que je suis parfaitement d'accord avec vous, M. Chang, mais on n'est pas dans la bonne direction. C'est comme ça qu'on recueille des experts témoins et des outils qui pourraient être chers à la continuation de la protection des citoyens canadiens. Merci. Madame Michaud, Madame Michaud, vous avez 2 minutes. En tout respect, M. Bourget, le processus qu'on fait ici, c'est d'avoir 4 rencontres supplémentaires pour permettre aux témoins, aux gens, aux groupes qui seraient touchés par les amendements G4 et G46 de venir se faire entendre ici. Alors, on veut les questionner pour savoir quelles sont leurs craintes, les craintes qui ont été diffusées largement sur les réseaux sociaux, partout dans la société, et on veut savoir qu'est-ce que vous avez peur là-dedans? Qu'est-ce qu'on devrait changer? Qu'est-ce qu'on devrait faire mieux la prochaine fois? Et quand je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce que vous avez ciblé des armes qui sont raisonnablement utilisées pour la chasse dans la liste des armes à feu? Vous n'avez pas été capable de m'en nommer une seule. Oh, je vous ai répondu très clairement avec les Parker Brothers. Je vous ai répondu très clairement avec la barre de Browning. Vous me et avec chasse à l'ours et à l'ours polaire dans le nord du Canada. Lorsque vous en appelez aux 10 000 joules les plus. À ma connaissance, là, ils utilisent un Lee Enfield avec une puissance de 3 000 joules. On est loin du 10 000 joules. Là. Alors moi, je veux bien vous inviter ici puis prendre de votre expertise, mais vous êtes un peu dans la même technique. Là. Non, je pense que vous allez avoir à réécouter cette vidéo-là. Une définition de qu'est-ce qu'un porte-parole. Je veux dire, vous avez quand même les positions d'une association qui est contre le contrôle des armes à feu. Donc, ça devient difficile, d'après ça, de retirer quelque chose de substantiel et de faire mieux la prochaine fois. Ce qu'on comprend, dans le fond, c'est que si on vous écoutait, il faudrait prendre C-21 et les amendements pour l'interdiction des armes d'assaut et mettre ça à la poubelle. C'est ce qu'on comprend. Donc, il y a rien de bon à faire avec ça. Dans un premier temps, je pense que vous devriez réécouter la vidéo qui va être disponible en ligne de ce meeting-là pour voir que lorsque vous m'avez posé la question, je vous ai clairement répondu avec des modèles d'armes à feu. Lorsqu'on a parlé d'armes de 10 000 joules et plus, je répondais à votre question d'armes de 10 000 joules et plus
très clairement. Des modèles d'armes à feu qui sont capturés dans cette liste-là, on en a encore énormément. Et définitivement, lorsqu'on parle de constitution de cette définition-là et de cette liste-là, je pointe un besoin pressant et criant de la présence de beaucoup d'experts parce qu'il y a énormément de lacs de connaissances dans la mise en application et la proposition de moyens pour protéger les Canadiens. Et ma principale peur n'est pas envers les armes à feu, mais dans la faisabilité et la pérennité des moyens qu'on est en train de mettre en place pour véritablement protéger les Canadiens dans les rues. On observe des armes qui proviennent du milieu criminalisé. Oui, Monsieur le Président. Merci. Et maintenant, on va à M. Boulris. 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens simplement à noter une certaine frustration et hostilité du témoin, M. Bourget, envers les membres de certains membres de ce comité. Je trouve ça assez déplorable. Mais ma question va, M. Hipwell. Si l'amendement G4 avait été adopté, combien de types d'armes à feu dans votre inventaire auraient été désormais interdits? Combien de types d'armes à feu? Which level of ban are you talking about? Vous parlez de quel niveau d'interdiction? Si on revient à l'ordre en conseil, il s'agit de centaines d'armes à feu, un grand nombre de modèles. Le gouvernement avait dit à l'époque que vous pouvez en disposer. Eh bien, il y a beaucoup de complications une fois qu'elles sont importées au pays. Elles ne peuvent pas simplement être exportées à nouveau dans le pays d'origine. Il y a plusieurs règles que le gouvernement n'a pas prises en compte. Well, si vous auriez perdu des dizaines, voire des centaines de types d'armes à feu qui auraient été interdits, donc ça veut dire des centaines de clients aussi et des centaines de ventes, parce que vous êtes un vendeur d'armes à feu. Est-ce que quand on vient parler d'un projet de loi pour restreindre l'accès à des armes semi-automatiques puis des armes d'assaut, est-ce que vous n'êtes pas quelque part dans un conflit d'intérêts financiers puisque votre travail, c'est de les vendre, ces armes-là? It would be a huge cost for my business. Ce serait un coût immense pour mon entreprise. D'intérêt. Sorry? Pardon? Un conflit d'intérêts. How am I in a position of conflict? Comment serais-je en conflit d'intérêts? Interdire potentiellement certains types d'armes qui se trouvent dans votre inventaire et que votre travail, c'est de vendre ces armes-là à vos clients. Vous avez un intérêt financier à ce que la loi soit le plus minimale possible. Point of order, Mr. Chair. Rappel au règlement, Monsieur le Président. I believe that Mr. Boulris is making a pretty significant... C'est une accusation assez majeure. Peut-être qu'il peut préciser s'il laisse entendre que les petites entreprises touchées par ces 3 interdictions, que ces entreprises n'ont pas le droit d'être consultées. Est-ce que c'est ça qu'il dit ou est-ce qu'il est en train de faire une accusation? Je ne crois pas que c'est un rappel au règlement. Monsieur Boulris peut poser ses questions et Monsieur Hipwell aura l'occasion d'y répondre. Je crois que votre question a été posée. Monsieur Hipwell, si vous voulez répondre, allez-y. Do my best. Je ferai de mon mieux, parce que je ne trouve pas qu'il y ait de conflit d'intérêts ici. Je suis là pour parler au nom de tous les propriétaires d'armes à feu, les détaillants d'armes à feu au sujet de la classification dans la loi proposée. Étant donné que même si mon entreprise vend ces armes à feu, je ne suis pas la seule entreprise qui vend ce type d'armes à feu. Et j'estime que si le gouvernement avait plus d'ouverture pour ce qui est de travailler avec l'industrie, cette loi et la communauté des armes à feu seraient beaucoup mieux avancées. Mais il semblerait qu'on est sur une liste noire. C'est très difficile pour les organisations de travailler avec le gouvernement pour faire preuve de bon sens et d'avoir une loi simple pour les armes à feu qui fonctionne pour les propriétaires, les détaillants, les industries, les importateurs et le gouvernement et améliorera en même temps la sécurité publique. Voilà où on pense que le gouvernement a failli de penser, monsieur, que je suis dans un conflit d'intérêts. Non, je suis là pour représenter des centaines de milliers de Canadiens. Merci, monsieur. Cela termine notre série de questions. Merci à vous tous. Merci à nos témoins.
de leur expertise et du temps qu'ils ont consacré aujourd'hui. Et cela nous aidera beaucoup dans notre étude. La séance est levée.